Merci à toutes et à tous d'être encore présents aussi tard aujourd'hui pour m'écouter, parler de mon projet de recherche. Donc, merci beaucoup d'être présents. On va revoir plusieurs liens avec toutes les présentations d'aujourd'hui. Je vais essayer de le préciser quand c'est le cas, mais moi, tout au long des présentations, j'ai noté des noms à côté de mes diapositives, des liens que je faisais et de certains éléments que vous avez présentés pour moi. Je vais utiliser certains outils méthodologiques qui ont été présentés, certains cas théoriques aussi qui ont été présentés tout au long de la journée. Donc, ma présentation s'intitule « Qualité de l'environnement physique en émergence de l'écrit de classe de maternelle 4 ans ». C'est un projet de recherche-action qui a été réalisé, entre autres, avec Annie qui est ici et avec Caroline Bouchard de l'Université Laval. Donc, j'ai une présentation typique, là, donc problématique, objectif, métaux, résultats et la discussion pour terminer. L'équipe de recherche, comme je le disais, donc Annie Charon-Bucam, Caroline Bouchard de l'Université Laval. Il y a 3 conseillères pédagogiques du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Donc, il y avait Stéphanie Desgranges, Marie Lamotte-Sanson et Marie-France Abel qui ont participé au projet de recherche. Et il y a une étudiante, Stéphanie Laurence, qui a collaboré avec nous dans la dernière année pour le projet de recherche, donc a participé à plusieurs étapes. Donc, la problématique, vous allez revoir plusieurs éléments qui ont été présentés un peu tout au long de la journée. Hélène a fait elle vient de terminer un léger historique d'ailleurs. Je voulais en faire un aussi sur la mise en place des maternelles 4 ans à temps plein. On sait que les maternelles 4 ans à mi-temps au Québec ont vu le jour en 1973. Donc, les classes sont apparues à mi-temps, mais le temps plein a vu le jour grâce à un projet pilote qui a eu lieu en 2013, donc les classes de 4 ans. Il y avait 59 classes, ma mémoire est bonne, je ne l'ai pas sous mes yeux, donc 59 classes qui ont participé au projet pilote. Et ensuite, le nombre de classes a augmenté chaque année jusqu'en 2019 où les classes de maternelle 4 ans n'étaient plus exclusivement pour les milieux défavorisés, mais pour l'ensemble des milieux au Québec où on peut avoir des classes de maternelle 4 ans en ce moment. En ayant ça en tête, c'est possible de voir que c'est quand même assez récent, l'implantation à plus grande échelle des maternelles 4 ans. Puis, ça nous a amené à vouloir creuser un peu un projet de recherche auprès d'enseignantes qui œuvrent aux 4 ans. On sait que la qualité de l'environnement éducatif dans les classes de maternelle 4 ans va influencer la réussite éducative des enfants et que malheureusement, cet environnement-là éducatif, la qualité n'est pas toujours présente. Donc, des fois, l'environnement physique des classes de maternelle 4 ans, la qualité peut être faible et les enseignants ne réussissent pas nécessairement à favoriser toujours l'apprentissage actif des enfants dans les différentes situations en émergence de l'écrit. Donc, il y a des recherches préalables qui le démontrent et qu'on vous a parlé tout au long de la journée. Donc, c'est ce qui nous a amené à vouloir réaliser une recherche-action avec des enseignantes de 4 ans afin de les accompagner en émergence de l'écrit. Aujourd'hui, je ne vous présente pas tous nos résultats. Je vais me concentrer plus précisément à décrire la qualité de l'environnement physique de classe de maternelle 4 ans à temps plein, documenté dans le cadre d'une recherche-action au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Donc, on va vraiment s'intéresser seulement à l'environnement physique, contrairement à ce qu'on a eu précédemment aujourd'hui. Le cadre de référence que j'utilise, c'est le cadre de Rhodes, de l'émergence de l'écrit. Il y a plusieurs personnes qui l'ont présenté aujourd'hui. Roxane, Catherine, etc. Vous en avez fait des liens tout au long. Pour nous, c'est important de prendre celui-ci un peu comme il a été présenté ce matin parce qu'il tient compte de la communauté, de la culture, des données démographiques lorsqu'on parle d'émergence de l'écrit. Vous allez voir plus loin, on a 6 participants que je vous présente aujourd'hui, mais ces 6 participantes proviennent de milieux qui sont divers, mais qui étaient très importants pour elles lorsqu'il était question de la recherche, qu'on parlait d'émergence de l'écrit. 3 viennent de milieux pluriethniques, plurilingues, où il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui ne parlent pas la langue française nécessairement à la maison, donc on voulait en tenir compte dans le cadre du projet. Il y a des enseignantes qui se retrouvent aussi dans un milieu anglophone, donc qui se retrouvent avec des enfants qui parlent tous anglais à la maison, qui ont une langue commune qui n'est pas le français, même s'ils sont scolarisés en français. Donc, on trouvait que cet élément-là était vraiment essentiel.
puisqu'on va parler, mais je reviens rapidement là, parce que je trouve que je me répète de ce qui a été dit plus tôt, mais c'est sûr que le langage oral a fait vraiment partie du projet de recherche, mais aujourd'hui, on se centre davantage sur la conscience de l'écrit et l'écriture qui se trouve au centre, comme on a dit plus tôt, et que pour que l'écriture ait lieu, il fallait avoir les 3 autres aspects, mais fait qu'on va en tenir compte de façon un peu détournée dans le cadre de la présentation. L'environnement de la classe, donc, on le sépare en 2. Hélène l'a précisé, donc l'environnement physique, elle l'a clairement expliqué, toute l'organisation de la classe, comment c'est diviser la classe et différentes aires, le matériel qui est disponible pour les enfants. Oui, le matériel qui est disponible pour les enfants, tantôt on disait, est-ce qu'il est dans une armoire barrée, Sarah Jane, ou trop haut, ou au contraire, le matériel est à la hauteur des yeux des enfants de 4 ans. Donc, ici, c'est beaucoup trop haut pour eux que du matériel bas, accessible aussi tout au long de la journée. Puis, l'environnement psychologique, ou on pourrait dire interactif, là, selon, où sont plus les activités proposées par l'enseignante, les interactions mises en place, etc. Mais dans ce cas de la présentation, on va vraiment se concentrer sur l'environnement physique de la classe. Ça va pour tout le monde? Oui, vous me suivez? Pour la méthodologie, donc, c'est une recherche-action qui visait à documenter les pratiques favorisant la réussite des premiers apprentissages en lecture-écriture. Les résultats que je vous présente aujourd'hui proviennent seulement de 6 classes. Donc, j'ai décidé de sélectionner 6 classes pour la présentation. Elles avaient entre 4 et 14 ans d'enseignement au préscolaire, puis au préscolaire, elles avaient entre 3 et 7 ans d'années d'expérience lorsqu'elles ont commencé la recherche. 3 d'entre elles détenaient un baccalauréat en enseignement préscolaire et en enseignement primaire. Une avait un baccalauréat en adaptation scolaire, une autre en enseignement du français langue seconde et un certificat en enseignement comme formation universitaire. Nous avons utilisé l'outil ELCO. Hélène vient de le présenter dans le détail, puis elle nous a principalement présenté la grille d'observation qui avait lieu en classe. Donc, on va observer un certain nombre de temps dans les classes, mais il y a aussi une liste de vérification, une checklist qui est utilisée et c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, je n'ai pas utilisé les grilles d'observation qui ont eu lieu dans les classes, mais c'est vraiment la checklist. Donc, c'est divisé en 5 catégories. Donc, 5 catégories qui sont associées à 2 sous-échelles. Donc, il y a une sous-échelle qui est associée à la lecture. On va évaluer le point de lecture, la variété des livres, ainsi que l'utilisation des livres dans toute la classe. Et une sous-échelle écriture qui est associée au matériel d'écriture et l'écrit dans toute la classe. Donc, on va aller regarder ces différentes échelles ensemble. Pour faire les analyses, on a fait des analyses descriptives et j'ai présenté aussi des illustrations, des photos qui vont venir vraiment illustrer la qualité de chacune de ces catégories-là, finalement. Donc, quelques résultats et quelques exemples. Pour les 2 premières sous-échelles, je vous les présente simultanément. C'est intéressant puisque on parle du point de lecture, mais aussi la variété des livres qui sont présents dans ce point de lecture-là. Donc, je trouvais ça plus intéressant de vous les présenter simultanément. Lorsqu'on parle du point de lecture, on va parler du fait est-ce que l'aire de lecture est dans une aire qui est distincte, qui n'est pas associée à une autre activité. Est-ce qu'il y a du matériel pour la rendre confortable? Je vous rappelle des choses qui ont été nommées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du matériel pour la rendre confortable? Est-ce qu'elle est attrayante et évitante? Et la variété des livres, on va voir qu'on est, Annie disait tantôt, beaucoup moins sévère avec le ELCO qu'avec l'outil que Sarah Jane a présenté ce matin. On demande pour avoir l'ensemble des points, d'avoir un minimum de 26 livres dans la classe pour avoir le maximum des points. On est très loin du 8 livres par enfant dont on parlait, et même du 100 livres total. Donc, pour avoir le maximum des points, c'est 26 livres dans le cadre de cet outil. On demande 6 livres courants. On pourrait regarder la proportion que ça fait, 6 livres sur 26 qui sont courants, parce que c'est quand même quelque chose que tu as présenté également. On demande qu'il y ait une diversité au niveau de difficulté, mais aussi qu'il y ait des liens avec la thématique qui est abordée. Donc, vous voyez les enseignantes au début du projet, puis à la fin du projet. Donc, le nombre de livres était moins grand au début du projet dans les différentes classes. Le point de lecture était moins de qualité et de plus grande qualité à la fin du projet de recherche-action.
je les ai mis en pourcentage, je trouve ça facile de comparer parce que tous sur des échelles qui sont différentes, donc je trouvais que c'était plus parlant comme ça. Par rapport à la variété des livres pour l'ensemble des enseignants, il y a une qualité aussi qui est plus grande à la fin du projet qu'au départ, sauf pour l'enseignante 3, qui avait beaucoup moins de livres à la fin du projet lorsqu'on a été la rencontrer. Puis ce qu'elle nous disait dans ses propos par la suite, c'était que la thématique abordée l'amenait à moins utiliser de livres. Donc pour elle, il y avait comme une différence dans les livres qu'elle mettrait à la disposition des enfants selon la thématique qui était abordée en classe. Comme Hélène vient de le dire, donc ça peut être un défi d'avoir juste des livres sur une thématique, mais c'était quand même dans les propos de l'enseignante qui en faisait partie. Ici, vous avez la photo de la classe de Marie-Claude qui offre justement du matériel qui est confortable pour s'asseoir, pour une tente de lecture que les enfants peuvent utiliser. Il y a aussi des livres, une grande variété de livres qui sont présents dans différents formats que les enfants peuvent utiliser. Il y avait une grande variété. Et il y avait un point d'écoute audio qu'on va revenir plus tard, qui fait partie d'un autre critère, mais qui était à la disponibilité des enfants et qu'on a vu des enfants pendant la période de jeux libres, justement, aller écouter par la suite un livre audio en regardant les pages. Donc, c'est intéressant. Ici, on a la classe de Hayat qui a aussi du matériel pour le rendre confortable dans la classe. On voit une diversité de livres. Et certains livres, toujours qui nous étonnent, ici c'est le IKEA qui était présent, mais il y a toujours quand même une grande diversité de livres dans sa classe et du matériel pour le rendre confortable. Pour le critère d'utilisation des livres dans toute la classe, on voit que ce critère est beaucoup moins haut que les précédents. Donc, les enseignantes avaient davantage tendance à mettre en place le coin de lecture que l'utilisation des livres dans toute la classe. Dans le cas de ce critère-là, c'est beaucoup la présence. Est-ce qu'il y a des livres ailleurs dans la classe que dans le coin de lecture? Est-ce qu'il y en a dans le coin de jeux symboliques? Est-ce qu'il y en a dans le coin bloc, dans le coin art, etc.? Donc, les points sont beaucoup attribués par rapport à ça et à la présence du centre d'écoute que je vous disais tout à l'heure. Donc, on voit que les enseignants, c'était quand même assez faible. Donc, la plupart avaient très, très peu de points zéro lors de la première observation. À la fin du projet de recherche, pour la plupart, ça a augmenté. Il y a encore l'enseignante E3 qui, elle, est restée davantage stable avec 0 point par rapport à ce critère. Mais on a vu, par exemple, certaines enseignantes ici, à côté, il y avait aussi plein de voitures et là, on avait des livres qui traitaient des moyens de transport qui étaient mis à la disposition des enfants. On avait certaines enseignantes que dans le coin de jeux symboliques, par exemple, on allait avoir des livres qui étaient en lien avec la thématique. Dans le coin restaurant, avoir des livres de cuisine, par exemple. Dans le coin, on avait un coin plus loin qu'on va voir de jeux symboliques où c'est un hôpital, où on avait un livre avec des parties du corps. Donc, c'est des exemples qui étaient davantage présents dans les classes. Mais ça restait quand même un défi pour elles que les livres soient vraiment présents partout au sein de la classe. En ce qui a trait au matériel d'écriture, on vient voir tous les papiers et les outils disponibles pour pouvoir écrire. Quand on parle d'outils, ça peut être oui des crayons, mais aussi des étampes, des lettres magnétiques, etc. Ce n'est pas de faire de la calligraphie, comme on dit nécessairement, mais d'avoir différents médiums pour pouvoir l'utiliser. Aussi, la présence de l'alphabet que les enfants peuvent consulter, donc à la hauteur des yeux des enfants et non très haut. Des mots étiquettes, avoir différents exemples d'écrits dans la classe. On voit encore cette variation. Il y a notre enseignante, 3, qui continue à être contre mes statistiques aujourd'hui, mais qui verbalisait même, c'est vraiment intéressant parce qu'on lui en a parlé, dans le cadre d'une recherche-action, ça permet aussi de faire le tout. Puis elle revenait encore avec beaucoup de la thématique qui n'était pas propre peut-être à l'écrit, qu'il y a certaines thématiques qui s'y prêtent moins à son avis. Ici, nous avions la classe de Sarah, donc qui a un coin écriture, qui en a quand même très peu. C'était notre seule enseignante qui avait un vrai coin dédié à l'écriture où les enfants pouvaient s'asseoir, écrire, avoir différents supports. Puis ici, la classe de Caroline, où il y a différents matériels pour pouvoir manipuler des lettres, mais qui n'étaient pas du papier crayon, donc qui avait une grande variété de lettres, soit des fois qu'elle mettait dans des bacs, par exemple, des bacs sensoriels, ou qui pouvaient être utilisés à d'autres circonstances. Donc, c'était ce qui était présent dans sa classe. Et pour le critère écrit dans toute la classe, donc c'est tout le matériel qui soutient l'émergence de l'écrit, la littératie en général. On peut penser à l'affichage des écrits des enfants, qui sont valorisés, mis de l'avant, le fait d'avoir des
matériel d'écriture, mais dans d'autres coins que juste le coin écriture. Est-ce qu'on va avoir des choses pour écrire dans le coin jeu symbolique et dans le coin bloc? Donc, c'est vraiment ces deux aires-là, ces deux coins-là qui sont spécifiés pour avoir du matériel d'écriture. Le fait d'avoir des casse-têtes aussi de lettres et de chiffres. Et ici, on voit que ici, l'ensemble des enseignantes, il y a quand même une augmentation de la qualité lorsqu'on regarde la grille. On voit la classe de Marie-Claude qui, elle, utilisait la thématique des dinosaures où les enfants avaient vraiment plein de mots dinosaures et il y avait des habits pour se déguiser en dinosaures et ils prenaient des notes des dinosaures qu'ils pouvaient rencontrer, par exemple. Ici, la classe de Catherine qui présente des écrits des enfants qui sont affichés. Donc, ici, on a le restaurant sushi spaghetti parce que ça va vraiment bien ensemble, du sushi et des spaghettis quand on a 4 ans. Et donc, différents écrits des enfants qui sont affichés. Puis, nous avons la classe de Marie-Claude, qui vient présenter, elle, dans un coin épicerie, vraiment plein de calepins que les enfants peuvent écrire dessus, ce qu'ils veulent commander, etc., qui étaient à leur disponibilité dans un coin de jeu symbolique. Et que ce n'est pas nécessairement de l'écriture, des fois, c'est juste de faire des crochets sur ce qu'ils voulaient, mais où on apporte l'écrit que les enfants peuvent utiliser dans une forme de jeu, puis que ce n'est pas du tout une pratique qui est scolarisante ici dans ce cas-ci. Les retombées des résultats, donc les observations qu'on a faites, ça nous a fourni des pistes pour développer l'outil de formation et d'accompagnement qui était développé dans le cadre de la recherche-action, mais c'est aussi des pistes, je pense, pour la formation tant initiale que continue sur comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un environnement physique de qualité. C'est aussi des pistes, je crois, pour les conseillères pédagogiques lorsqu'elles participent au projet de recherche pour continuer à former les enseignantes du Centre des services scolaires. Ça permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de l'environnement physique soutenant l'émergence de l'écrit au Québec dans le cadre d'un petit échantillon, encore une fois. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas, on ne va pas généraliser nos résultats, mais ça permet de documenter ce que des enseignantes peuvent mettre en place dans un centre de services scolaires précis. Fait que je vous remercie de votre écoute. Ça, c'est mon coin hôpital que je vous disais, là, qui était quand même très présent, qui avait beaucoup d'écriture dans certains coins que les enseignantes pouvaient mettre en place.